communication, la relation, ça n'est pas toujours fluide. Comment fait-on pour s'exprimer sans écraser l'autre et écouter sans s'oublier soi-même? Ce qui est habituel, c'est de rentrer dans du ping-pong du qui a tort et qui a raison. Marshall Rosenberg, qui a développé le processus de la communication non violente, disait « Qu'est-ce que tu préfères, être heureux ou avoir raison ?» Alors certains diront avec humour « Moi ce que j'aime, ou je suis heureux quand j'ai raison », mais c'est pas aussi simple que ça, parce que ce que nous aimons, c'est vivre des relations apaisées avec nous-mêmes et avec les autres. Alors comment faire? Voici quelques clés de compréhension et de mise en pratique. Souvent, dans la relation, nous sommes en réaction. L'autre nous dit quelque chose et nous avons tendance à répondre du tac au tac. Par exemple, je suis dans la voiture avec un ami, puis au bout d'un petit moment, il me dit « Mais enfin, t'avais qu'à mettre le GPS, tu sais pas où on va ?» Et là, ce qui me vient assez spontanément, c'est... Je sors mon pistolet, enfin, effectivement, et je lui dis « Mais enfin, t'avais qu'à conduire, ou t'aurais dû le mettre, toi, le GPS ?» La deuxième option, c'est que je vais commencer à culpabiliser, me donner tort, et je vais dire « Oui, c'est vrai, une fois de plus, j'ai pas prévu le voyage, je sais pas où je vais, quand même, j'aurais dû mettre le GPS. » Bref, soit je me dis que j'ai tort, je culpabilise, soit je me dis qu'il a tort, je me mets en colère, soit un peu les deux. Quand je fais ça, le plus souvent, ça produit des dégâts. Je peux choisir de rester dans ces deux modes ou de commencer à être un peu plus en conscience. Et pour cela, nous allons utiliser un petit exercice qui s'appelle les 4 chaises. Pour faire cet exercice, c'est assez simple, il faut avoir 4 chaises. Et je vais commencer par m'asseoir sur la première chaise. La première chaise, c'est celle des jugements que j'ai sur l'autre, tout ce que je me dis sur l'autre. Là, par exemple, je me dis, bah, il est quand même gonflé, je prends ma voiture, c'est moi qui conduis, et puis là, il n'est pas content, bah, c'est quand même le comble, quoi. Puis il a qu'à le mettre lui-même, le GPS, s'il n'est pas heureux. Enfin, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, là, parce qu'on va arriver 5 minutes en retard. Voilà ce que je me dis sur la première chaise quand je suis en lien avec les jugements que j'ai sur l'autre. Sur la deuxième chaise, je suis relié à ce que je me dis sur moi. Et là, sur moi, ce que je me dis, c'est, bah oui, c'est vrai, j'aurais dû mettre le GPS, quoi, et puis j'aurais dû regarder où on va avant de partir. Bref, une fois de plus, j'ai pas fait ce qu'il faut, quoi. Voilà ce que je me dis sur la deuxième. Et en même temps, assez rapidement, ce qui me vient à nouveau, ce sont des jugements sur l'autre. Et je peux retourner sur la première. Peut-être que j'ai pas mis du GPS, mais enfin, lui, bah, il aurait pu le mettre aussi, quoi. Ça se fait pas ce qu'il fait. Alors, je peux passer une bonne partie de ma vie sur la première chaise, ou sur la deuxième chaise, ou bien développer de la conscience que, en fait, j'ai le choix. J'ai le choix de rester dans les jugements que j'ai sur l'autre ou sur moi, ou de commencer à me relier à quelque chose qu'il y a derrière ces jugements. Et derrière ces jugements, ce qu'il y a, ce sont à la fois des sentiments et des besoins. Et c'est ce que nous allons explorer sur la troisième et sur la quatrième chaise. Alors sur la troisième chaise, quand je me relie à ce qui se passe dans cette situation, en fait, je vois qu'il y a un peu de colère, d'agacement, parce que je crois que j'ai tout simplement besoin de respect de mes choix, puis j'ai besoin d'un petit peu de bienveillance. Oui, c'est ça, il y a aussi un peu de tristesse peut-être. Et je vois qu'il y a aussi de l'inquiétude. L'inquiétude parce que pour moi aussi, c'est important de respecter nos engagements, d'arriver à l'heure. Donc voilà, il y a finalement ces besoins de bienveillance, de respect de mes choix, et aussi de prendre soin de l'autre et d'arriver à l'heure. Voilà ce qui se passe pour moi quand j'explore à l'intérieur. Alors quand j'ai exploré ce qui se passe pour moi en termes de sentiments et de besoins, il est possible que j'ai l'élan d'aller voir ce qui se passe pour l'autre. Je dis il est possible parce que ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours envie de se relier à l'autre, à ce qu'il fait, pourquoi il le fait, parce que parfois on a juste des difficultés avec ce que nous vivons dans l'instant. Et je peux essayer d'aller sur la quatrième chaise et essayer de me mettre en lien avec
ce que vit l'autre, comment est-ce qu'il se sent, de quoi est-ce qu'il a besoin. Et je ne sais pas, hein, je vais tenter d'imaginer, de me mettre en lien avec ce qui est présent pour lui. Et par exemple, dans le cas du GPS, voilà, peut-être qu'il se sent, peut-être qu'il est agacé, il a besoin de faire un bon usage de son temps. Peut-être qu'il est inquiet aussi, parce que c'est important pour lui de respecter son engagement et d'arriver à l'heure. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Et je ne sais pas. Pourquoi j'aime cet exercice et pourquoi je vous le propose? Parce qu'il me permet de retrouver de la paix intérieure plutôt que d'être en lien uniquement avec mes jugements. Si je suis en lien avec mes jugements, je vais exprimer à l'autre ce que je vis. En l'occurrence, je vais lui dire « Écoute, tu m'ennuies, laisse-moi tranquille » ou « T'avais qu'à le mettre, toi, le GPS. Hein » Ou je vais pouvoir juste continuer à conduire et être là en train de me dire qu'une fois de plus, je n'ai pas fait ce qu'il fallait et il a vraiment raison de dire ça. Quand je suis en lien avec ce qui est important pour moi, à savoir mes sentiments et mes besoins, quelque chose s'apaise en moi et je vais pouvoir exprimer ce qui est important. En l'occurrence, je vais pouvoir lui dire par exemple « Écoute, quand tu me dis ça, ouais, je crois que je suis un peu agacé, je suis en colère parce que j'aimerais bien un peu de bienveillance et puis du soutien. Est-ce que tu serais d'accord pour mettre le GPS ?» Donc je vais être en expression authentique et pratiquer la communication non violente, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est pas faire comme si tout allait bien, c'est pouvoir être en condition d'exprimer ce que l'on vit, exprimer ce qui est important pour nous, d'une façon qui soit entendable par l'autre, à savoir que je vais parler de moi et pas de lui. Et puis, il y a la quatrième chaise, et même si j'ai pas toujours envie d'aller sur la quatrième chaise, quand je peux y aller, quand mon cœur s'ouvre et que je peux y aller, je peux être en écoute empathique de ce que vit l'autre, me relier à ses sentiments et à ses besoins. Et ça va changer toute la relation. Par exemple, je lui dirais, quand tu me dis ça, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est important pour toi de respecter tes engagements et d'arriver à l'heure? Est-ce que c'est ça? L'intention de la communication non violente est de trouver une qualité de relation avec nous-mêmes et avec les autres qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun de manière harmonieuse et pacifique. Elle privilégie la qualité du lien à l'obtention d'un résultat. Et à moi, elle me permet de vivre plus souvent dans la joie et dans la paix. Si mon intention est de prendre soin du lien, je vais commencer à porter mon attention sur 4 différenciations qui font toute la différence dans la communication. Et ce sont ces 4 différenciations que nous allons examiner maintenant. Alors pourquoi cette attention portée sur les besoins plutôt que sur les jugements? Parce que la vie s'exprime en nous à travers des besoins. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons est lié à nos besoins. Et nous avons tous les mêmes besoins. Ce qui se passe, c'est que nous avons parfois des façons différentes de prendre soin de nos besoins. Nous appelons ça des stratégies. Et en fait, il y a 1001 façons de prendre soin des besoins, donc il y a 1001 stratégies possibles pour un besoin donné. Les conflits portent rarement sur les besoins, le plus souvent ils sont au niveau des stratégies. Si je rentre à la maison après une journée de travail et que je ne pense qu'à une chose, c'est me mettre dans un fauteuil et lire un bon livre. Et à ce moment-là, ma femme arrive et elle me dit « Et si on allait se promener ?» Il risque d'y avoir une tension. Elle a envie d'aller se promener, moi j'ai envie de lire. Elle est sur la stratégie promenade, moi je suis sur la stratégie lecture. On peut aller au niveau des besoins. Derrière son envie de se promener, quel est son besoin? Peut-être c'est juste un besoin de mouvement. Derrière mon envie de lire, quel est mon besoin? Peut-être juste un besoin de détente, de repos. Nous pouvons être fermes sur les besoins et souples sur les stratégies. Le besoin, il n'est pas lié à une action. Par exemple, je n'ai pas besoin de lire,
Bien, j'ai besoin de me reposer ou j'ai besoin de détente. Et pour cela, je peux lire, mais je peux aussi écouter de la musique, je peux me faire couler un bain chaud, j'ai plein d'options, je peux même aller me promener. Et puis le besoin, il n'est pas lié non plus à une personne. Ma femme, en l'occurrence, n'a pas besoin de moi, elle a besoin de mouvement, dans ce cas-là, et elle peut appeler une amie pour aller se promener, elle peut aller se promener avec les chiens, bref, elle peut nourrir son besoin de mouvement de différentes façons. De même qu'il y a une différence entre le besoin et la stratégie, il y a une différence entre la demande et l'exigence. Si ma femme insiste pour que nous allions nous promener, et qu'elle n'est pas disposée à entendre un non de ma part, c'est qu'elle est en exigence. De même, si j'insiste pour lire et rester à la maison, et que je ne suis pas disposé à entendre un non de sa part, je suis en exigence vis-à-vis d'elle. Et l'exigence a un coût pour la relation. Quand nous sommes dans la conscience des besoins mutuels et dans la confiance sur la multiplicité des stratégies, nous pouvons faire des demandes qui soient réalistes, réalisables, ouvertes au non, plutôt que d'être en exigence. Quand je dis que l'exigence a un coût pour la relation, c'est que le plus souvent elle est associée au système punition-récompense. Et le système punition-récompense, qu'est-ce que ça provoque? 3 positions, soumission ou rébellion, ou soumission suivie de rébellion. Par exemple, j'appelle les enfants pour passer à table, les enfants à table, pas de réponse, les enfants à table, pas de réponse. Au bout d'un moment, punition possible, les enfants à table, sinon je vous retire la Switch. Donc les enfants arrivent à table, soumission, mais à table ils font la gueule. Soumission suivie de rébellion. Voilà ce que provoque l'exigence le plus souvent. Le lien entre nos sentiments et nos besoins est simple. Quand nos besoins sont satisfaits, ce que nous ressentons est agréable. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, ce que nous ressentons est désagréable. Et pourtant, dans la relation, nous avons tendance à rendre l'autre responsable de nos sentiments. Par exemple, nous pouvons dire « je suis en colère parce que tu n'as pas rangé ta chambre » ou « je suis triste parce que tu ne m'as pas envoyé de message ». Il est important de reprendre la responsabilité de nos sentiments et de nos besoins. Si j'avais rendez-vous avec un ami à 2h et qu'il arrive à 2h30, ce n'est pas la même chose de lui dire « je suis en colère parce que tu es arrivé en retard », la cause de ma colère serait son retard, que de lui dire « nous avions rendez-vous à 2h, tu es arrivé à 2h30 et je vois que je suis en colère parce que pour moi c'est important de faire un bon usage de mon temps. Est-ce que tu serais d'accord la prochaine fois de me prévenir de ton retard ?» Et de là je donne une observation, un sentiment, un besoin et je fais une demande. Si j'avais besoin de repos et que j'étais en train de faire la sieste, j'aurais été content de son retard. Donc la cause de mon sentiment, c'est bien mon besoin. Alors, les sentiments, ça a l'air simple comme ça. Comment tu te sens? Triste, joyeux, inquiet, en colère, confiant, tranquille. Ça a l'air simple et pourtant, il y a des mots que nous utilisons comme si c'était des sentiments. Or, en réalité, c'est une façon pour nous de juger l'autre, de le rendre responsable de comment nous nous sentons. Nous appelons ces mots des jugements masqués ou faux sentiments. Et je vous propose 2 méthodes pour les identifier. La première, c'est de voir si vous pouvez ajouter « par » derrière. Exemple, je me sens déconsidéré par toi, je me sens dévalorisé par elle, je me sens incompris par mon chef. Si vous ajoutez « par » derrière et que ça marche, c'est que c'est un faux sentiment. Une autre façon de les identifier, c'est d'essayer de les mimer seul. Je peux par exemple mimer que je me sens triste, en colère, joyeux. Essayez donc de mimer seul que vous vous sentez manipulé, jugé, dévalorisé. C'est plus difficile, n'est-ce pas ? Une autre différence fondamentale est la différence entre les observations d'une part et les jugements, les pensées d'autre part. Elle est difficile à faire parce que notre cerveau produit en permanence des jugements, des pensées, et nous avons tendance à confondre
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, avec ce que nous nous disons de ce que nous avons entendu ou nous avons vu. Par exemple, je fais intervenir un plombier à la maison et je me dis c'est un bon professionnel. C'est la pensée, c'est le jugement que j'ai. En réalité, en termes d'observation, qu'est-ce qui s'est passé? Il est intervenu et ça ne fuit plus après son intervention. L'observation serait le robinet ne fuit plus. Autre exemple, je me dis elle ne me fait pas confiance, qui serait le jugement. L'observation, c'est elle m'a demandé 3 fois aujourd'hui à quelle heure j'allais rentrer ce soir. Dans les modes de communication en réaction, l'écoute va être une écoute réflexe, en dédramatisant ce que dit l'autre, en lui donnant des conseils, en ramenant à nous. Et l'expression va être une expression cash, une expression spontanée. Par exemple, tu m'ennuies, dans le cas du GPS. Quand je suis dans la conscience de ce qui se passe dans la relation, j'ai accès à 5 options possibles. La première, si j'en ai l'élan, c'est de donner de l'écoute empathique à l'autre. Et par exemple, dans le cas du GPS, je peux dire à mon ami, quand tu me dis que j'aurais dû mettre le GPS, est-ce que tu es agacé? Est-ce que c'est important pour toi de respecter notre engagement, d'arriver à l'heure? Est-ce que c'est ça? Donc je fais une observation, un sentiment, un besoin et une demande. Je peux aussi être en expression de ce qui se passe pour moi et lui dire par exemple, écoute, quand tu me dis que j'aurais pu mettre le GPS, je vois que je suis agacé parce que j'ai besoin d'un peu de bienveillance et puis je crois que j'aurais besoin aussi de soutien. Est-ce que tu es d'accord pour le mettre toi, le GPS? Il est possible que je n'arrive ni à donner de l'écoute empathique, ni à être en expression authentique de ce que je vis, et je vais simplement pouvoir m'accueillir en auto-empathie, écouter ce qui se passe pour moi, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Peut-être dans ces cas-là, effectivement, le mieux c'est de se taire, d'accueillir ce que nous vivons, ce qui va peut-être nous redonner l'élan de revenir soit en expression, soit en écoute empathique. Et puis il y a une 4e option, alors là dans la voiture c'est difficile parce que mon ami est à côté de moi, mais c'est d'aller recevoir de l'empathie à l'extérieur. Je me vois mal prendre mon téléphone et appeler un copain pour lui dire « tu sais ce qu'il est en train de me dire là ?» Là c'est difficile, mais il y a des fois où vraiment c'est possible et ça vient soutenir la relation. Recevoir de l'empathie de l'extérieur, ça peut nous donner de l'élan à revenir dans le lien avec la personne. Et puis il y a des fois où simplement, le mieux c'est de dire stop, je vois que je suis ni en condition de t'écouter avec bienveillance, ni de m'exprimer d'une façon qui soit peut-être entendable pour toi. Est-ce que c'est ok pour toi que juste là on fasse stop, et puis qu'on reprenne à un autre moment? Gandhi disait « Soyons le changement que nous voulons pour ce monde ». Et en matière de communication, comme pour le reste, quand on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on arrive toujours là où on est toujours arrivé. Il s'agit donc d'apprendre à changer et de prendre la responsabilité de notre changement. D'apprendre à désapprendre les mécanismes réflexes du qui a tort et qui a raison, et commencer à porter notre attention sur les différences que nous avons vues dans cette vidéo. Commencer à faire ces différences, ça a un impact sur nous, sur l'autre, sur leur relation et du coup sur l'ensemble des personnes qui sont dans notre environnement. Marshall Rosenberg disait « À chaque instant, nous avons la possibilité de servir la vie ou de la détruire. À vous de choisir. »